Bonjour et bienvenue dans les studios de Cardio Online aux Journées européennes de la Société française de cardio 2023. Je suis Guillaume Kella du CHU de Nîmes et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Etchalinov du CHU de Rouen pour parler de suivi après TAVI. Alors, il faut rappeler que 20 ans après la première implantation du TAVI dans le monde par le professeur Alain Cribier, près de 2 millions de patients ont été implantés de cette nouvelle technique et en France, en 2022, on est à un peu plus de 16 000 patients, ce qui correspond à la méthode la plus utilisée en France pour le traitement du rétrécissement aortique serré. Donc, toute l'importance du suivi de ces patients qui ont bénéficié d'une implantation de prothèse. Donc, la première question que je voudrais poser à Hélène Etchalinov, qui est une experte du domaine, c'est quel est le suivi, y a-t-il un suivi particulier pour ces patients qui ont eu un TAVI ? Alors le TAVI c'est une bioprothèse, donc c'est une bioprothèse comme le sont les bioprothèses chirurgicales et donc toutes les bioprothèses doivent avoir un suivi régulier et il faut commencer par l'échographie de base, c'est-à-dire avant la sortie ou un mois parce qu'elle va donner les chiffres de référence en termes de gradient en particulier et d'insuffisance aortique et ensuite on suit les patients tous les ans et c'est vraiment très important, d'autant que ça doit être rentré dans le registre France TAVI. Que recherche-t-on de particulier dans ce suivi échographique et ce suivi clinique, en particulier échographique, chez ces patients ? Alors, en ayant toujours en tête justement l'échographie de référence qui a été faite dans le premier mois, on surveille l'apparition ou l'aggravation d'une insuffisance aortique, par exemple, centrale, et on mesure le gradient moyen à travers la prothèse parce que chacune de ces anomalies, bien sûr également la baisse de la fraction d'éjection, mais c'est surtout gradient et insuffisance aortique centrale qui peuvent être le témoin d'une anomalie dans le suivi d'un patient qui a un TAVI. Quels sont les mécanismes ou quelles sont les causes qui vont expliquer ces anomalies qu'on va objectiver ? Alors encore une fois, c'est important vraiment de voir les valeurs de base parce qu'une anomalie sur un gradient moyen qui est, disons, supérieur à 15 mm de mercure, en tout cas plus élevé que ça, déjà c'est pas tout à fait normal, c'est ce que l'on appelle un mismatch, donc ça on pourra en discuter une autre fois, mais en tout cas ça sert de référence. Et ensuite à chaque fois qu'on fait une échographie, donc tous les ans normalement, mais un peu plus s'il y a des symptômes, donc ça il faut pas hésiter à faire une échographie s'il y a des symptômes, on recherche une élévation de gradient, elle peut traduire une thrombose de valve, elle peut traduire une dégénérescence de la bioprothèse et elle peut aussi être le signe d'une endocardite. Et s'il y a une insuffisance aortique centrale qui apparaît ou qui se majore, ça c'est un signe aussi d'endocardite ou de dégénérescence. Donc en fait il y a quand même plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer une anomalie soit du gradient, soit de l'insuffisance aortique centrale. Peut-être une question pratique sur les thromboses de valves. Y a-t-il un traitement lorsque c'est objectivé clinique avec une élévation des gradients? Y a-t-il un traitement spécifique? Et si oui, combien de temps faut-il traiter ces patients? Alors déjà, l'échographie n'est pas suffisante parce qu'une élévation de gradient, ça peut être une thrombose, mais ça peut être aussi une dégénérescence. Donc il faut absolument confirmer la thrombose par un scanner, ça c'est très très important. Et une fois que la thrombose est confirmée par le scanner, on met en route un traitement anticoagulant. Alors maintenant facilement par anticoagulants oraux et en général on assiste à une régression dans les 2-3 mois, c'est-à-dire une normalisation du gradient et ensuite il n'y a pas vraiment de normes mais en général on a tendance à continuer ce traitement parce que pour pas que ça recommence en gros. Enfin, la dernière question que je voulais aborder, c'est la question finalement de la dégénérescence de ces TAVI, de ces bioprothèses, puisqu'on a des suivis maintenant à très long terme. A-t-on des données récentes sur dégénérescence éventuelle? Alors, on sait que les bioprothèses chirurgicales, on dit toujours qu'elles durent 10 à 15 ans. Il y en a qui durent un peu moins, il y en a qui durent un peu plus. Et est-ce qu'il y a forcément une différence avec les bioprothèses TAVI? Il pourrait y en avoir parce que c'est une valve qui est dans un stent, la valve native est maintenue, donc il pourrait y avoir des raisons théoriques. En pratique, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui sur les registres qui ont été faits, ni sur les études randomisées. Il y a quand même 2 études randomisées à 5 ans, avec chacun des dispositifs commercialisés en France. Il y a une étude à 8 ans, randomisée contre chirurgie, qui montre pas de différence sur le taux de dégénérescence entre le bioprothèse chirurgicale et la bioprothèse percutanée. Il y a aussi des registres qui vont jusqu'à 10 ans,
Il y a des expériences de centres qui vont jusqu'à plus de 10 ans. Donc clairement, il n'y a pas d'alerte, mais c'est vrai que c'est important de suivre ça de près parce qu'on a quand même beaucoup de patients initialement qui étaient fragiles, qui sont morts, alors que là, on va commencer à suivre des patients qui vont avoir une espérance de vie plus longue. Donc c'est important d'avoir les données et on les a dans France Ta Vie, on les a dans d'autres registres, dans notre programme de recherche. Donc voilà, c'est quelque chose qui clairement ne semble pas être alarmant du tout, puisqu'il n'y a pas de différence. Mais il faut le suivre. D'accord, tout à fait rassurant pour le moment et à suivre. Merci beaucoup Hélène Lechalinoff. Merci.